Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les courtisanes sous le Second Empire. Ces courtisanes, on les appelait aussi les grandes horizontales, les impures, les lionnes, les biches, tous ces noms pour désigner ces femmes si représentatives de l'Empire, époque que l'on a surnommée la fête impériale. Elles sont en fait à l'amour ce qu'Offenbach était à la musique, c'est-à-dire elles représentent la frivolité, la joie, la danse, la légèreté. Elles sont moins qu'une maîtresse, puisqu'elles sont rémunérées, mais elles sont beaucoup plus qu'une prostituée, parce qu'elles choisissent leurs amants et elles les choisissent parmi les gens célèbres, connus et argentés. Et d'autre part, elles sont aussi pour l'amant une preuve de sa fortune. Alors, la différence, on la voit là, ici, sur ce petit diaporama. Les prostituées, elles étaient dans une maison close. Elles étaient dans une maison close qui pouvait aller de la haute tolérance, c'est-à-dire une maison close chic, à un bouge infâme où elles devaient faire jusqu'à 50 passes par jour et dans lequel elles mouraient au bout de 2 ou 3 ans. Très souvent, ces bouges se trouvaient aux alentours des fortifications que l'on voit ici et il y avait alors celles qui n'étaient pas même dans des bouges, mais qui se prostituaient sous les murs des fortifications et qui exerçaient leur métier dans les buissons ou sur les cailloux. C'est pour cela d'ailleurs qu'on les surnommait les pierreuses. Alors, qu'est-ce qu'une courtisane? Bien, une courtisane, il ne faut pas bien évidemment la confondre soit, enfin, d'abord avec une grisette. Les grisettes qui ont été extrêmement à la mode au moment du romantisme, au début donc du 19e siècle, dans les années 30. La grisette est une petite ouvrière qui arrondit ses fins de mois comme elle peut et donc en choisissant un amant qui puisse régler les factures. Mais il y a aussi la grisette qui partage le peu qu'elle a et le peu qu'a l'étudiant. Elle le partage avec lui le temps de ses études. Musset a mis en avant la fameuse Bibi Pinson, qui est une des grisettes les plus célèbres de l'histoire littéraire. Et donc, ces grisettes qui ont fait le bonheur des étudiants et des jeunes romantiques, mais surtout des étudiants, lorsqu'ils avaient fini leurs études, ils retournaient dans la famille et se mariaient avec une jeune fille de leur condition sociale. En revanche, soit la grisette changeait d'étudiant, soit elle se retrouvait enceinte. Et pour élever un enfant toute seule, puisqu'il était évident que le père ne le reconnaissait pas, eh bien, très souvent, elle tombait dans la prostitution. Alors, Alfred Delvaux, qui est un journaliste et un témoin sur Paris assez extraordinaire, écrit en 1848 adieu donc, adorable grisette, toi qui fus l'ornement du bon quartier latin, tu vécus ce que vit ou rose ou cigarette l'espace trop court d'un matin. » Donc, vraiment, le règne de la grisette, c'est 1830-1845 à peu près. Il y a aussi celles que l'on surnomme, enfin, que l'on appelait les Lorettes, du fait qu'elles habitaient dans le quartier Notre-Dame de Lorette. Alors, elles aussi, elles pouvaient être des ouvrières qui arrondissaient leur fin de mois, mais elles étaient beaucoup plus élégantes que les grisettes. Et on a, enfin, beaucoup ont eu du mal à définir ce qu'était cette grisette. D'ailleurs, il y a une physiologie de la lorette. Et qu'est-ce que la lorette? Ben, la lorette échappe à la définition. Alors, on l'analyse, on la classe, mais on ne peut pas trop la rapprocher de la grisette, parce qu'il n'y a pas le côté du monde ouvrier. Alors, la courtisane, elle, comment est-ce que l'on devient une courtisane? Eh bien, en fait, la courtisane est d'origine modeste, pauvre,
Très souvent, elle a été violée, soit par son père, soit par quelqu'un de la famille ou un voisin. Ou alors elle veut devenir actrice, et pour être actrice, il fallait un protecteur qui payait le conservatoire et qui payait tout ce qui devait accompagner une actrice. Et puis, il y avait les jeunes filles qui n'avaient pas envie qu'on leur impose un mari qui avait envie d'une vie d'aventure, tout simplement. Alors, quand on est une jeune fille pauvre, de toute façon, le seul et unique moyen, bien, c'est de se vendre. Bon, pour le viol, on sait parfaitement qu'une jeune fille violée, et ça, Maupassant l'a très bien décrit dans ses contes, n'avait plus aucune perspective d'avenir. Et pour ce qui est des actrices, ce que l'on sait par rapport aux protecteurs, on le sait grâce aux mémoires qu'elles ont laissées. Et enfin, vivre libre, ce n'est pas la domesticité qui pouvait en donner les moyens. Donc, des journalistes, témoins aussi de leur époque, et il y en a eu énormément, il faut quand même le savoir. Alors, il y a eu Fillaret Schall, Gustave Claudin, qui sont aussi des observateurs de leur société. Et donc, Fillaret Schall écrit Encore sur les contemporaines tout un texte sur cette société qui faisait les courtisanes. Il ne se trompe pas là-dessus et il écrit: mais l'homme n'a aucun droit de les blâmer quand elles se dépravent, car c'est lui qui les déprave, c'est lui qui, multipliant les maîtresses, leur dit « je compare ». Ah, répond sa compagne, vous comparez, je vous imite. Et plus loin, il écrit: la femme dépravée et la masse, en dépravant leur maître, se venge de la servitude subie. On parle des femmes vénales, si elles avaient le temps ou l'esprit de répondre, elles diraient: je me venge. La société féminine, l'armée féminine à laquelle j'appartiens est misérablement traitée. Il n'y a ni mariage, ni honneur, ni avenir, ni espoir, ni bon métier pour qui n'a pas d'argent. Celle même qui en a reçu de sa famille, étant une sorte d'esclave, est exposée à bien des dangers. Nous sommes en France à peu près 100 000 femmes en surplus des hommes. Les idiotes et les sottes tombent dans l'abîme que vous avez nommé prostitution. Les moins stupides font comme les bandits et livrent à l'état social une guerre à mort. Nous dupons le vieillard, nous saignons l'étranger. Nous mettons des lisières aux petits jeunes gens. Nous leur faisons aliéner leurs biens et nous leur confisquons les propriétés de leurs ancêtres. Ah, vous nous refusez du pain. Ah, vous nous refusez l'honneur. Eh bien, nous vous volerons vos millions, mes bons petits. Ce texte, Fillaret Schall, écrit en 1869, et donc, on est à la fin du Second Empire, et le monde de la courtisanerie bat son plein. Claudin, lui, qui a beaucoup fréquenté ces femmes, ces courtisanes, écrit. Alors, il avait écrit avant Fillaret Schall, c'est-à-dire en 62, il écrit: très savants économistes, leur dirait-elle, arrachez-nous à notre métier et faites que le travail laissé aux femmes soit suffisamment rémunérateur. Lorsque vous aurez fait diminuer le traitement des ténors, lorsque vous nous aurez rendu toutes ces places qu'ont usurpées les hommes, nous vous promettons de rentrer dans le sentier de la vertu et d'en point sortir. Nous vous jurons de ne plus hanter ni Mabille, ni le château des Fleurs, qui sont à nous autres pauvres filles, la bourse où nous allons, non pour danser, non pour nous divertir, mais pour soigner notre renommée et montrer à la foule que nos yeux brillent encore, que nos dents sont blanches et que nos pieds sont toujours agaçants et petits. Jusque-là, ne nous jetez pas la pierre. Donc, dans cette période du Second Empire, des hommes qui pourtant, je le redis, comme Gustave Claudin, qui ne fréquentaient que les courtisanes, ces hommes ont très bien compris que tout cela venait d'une société où la femme n'avait aucun droit, où elle n'avait pas d'autres moyens pour vivre décemment et vivre indépendante que de se
prostituées, en tout cas d'être courtisanes. Les courtisanes, elles avaient le choix entre plusieurs fins. Soit elles se mariaient, comme la comtesse de Loane, par exemple, elle se mariait, elle devenait une veuve très respectable et elle devenait aussi la maîtresse de Jules Lemaître, qui était un critique littéraire extrêmement connu en cette fin de 19e siècle. C'était une salonnière extrêmement appréciée par les politiciens, par les artistes, par les littérateurs, etc. Et ceux qui nous ont laissé des témoignages sur le salon de Madame de Loane, eh bien, c'est Bonny de Castellane, le dandy par excellence, qui a écrit en 1925 de l'art d'être pauvre, qui est un véritable petit bijou, et Léon Daudet, donc le fameux Léon Daudet, qui écrit dans Salons et Journaux, il décrit le salon de Madame de Loane et c'est extrêmement intéressant de voir les gens qui pouvaient s'y fréquenter. En tant que courtisane, on pouvait finir comme Alice Ozy, qui fut une courtisane extrêmement célèbre, adulée, et qui finit en bourgeoise prospère. Puis, il y a, enfin, la misère, comme pour Cora Pearl, qui avait débuté à 14 ans dans la prostitution, c'est elle-même qui l'écrit dans ses mémoires, et qui va finir en essayant, quand elle avait une cinquantaine d'années, de se reprostituer pour essayer de survivre. Enfin, il y avait les autres qui terminaient religieuses, tout simplement, parce qu'elles avaient retrouvé Dieu, si je puis dire. Alors, sur leur courage face à leur fin de vie, une fin de vie très aléatoire d'ailleurs, Z, le comte de Mauny, écrit dans le Demi-Monde sous le Second Empire, un livre aussi qui ne porte bien sûr que sur les courtisanes. Chez elle, pas la moindre préoccupation de l'avenir, pas l'ombre d'envie de se faire des rentes, d'épargner pour leurs vieux jours. Elle n'y pense même pas. Elle croque des fortunes sans y prendre garde. Elle gaspille avec désinvolture et insouciance l'or qu'on leur jette à pleine main. Et en véritable et grandes courtisanes qu'elles sont, la dèche ne les effraie ni ne les abat. La médiocrité seule, l'existence bourgeoise leur ferait horreur. Ce sont des joueuses et de belles joueuses, tenant le coup jusqu'au bout et ne songeant point au lendemain. Elles feront sauter la banque ou elles recommenceront la lutte par les premiers échelons. Elles risqueront toujours le tout pour le tout, s'arrêtant par-ci, par-là, pour faire l'école buissonnière. Elles mourront peut-être de la poitrine à l'hôpital, ou elles seront ouvreuses de loge à l'opéra. Mais tant qu'elles auront des charmes et de la santé, elles n'abdiqueront point, elles se refuseront énergiquement à accepter la déchéance. Donc ici, c'est quand même un hommage rendu à la courtisane, qui, il est vrai, étaient des femmes courageuses. Je veux dire, elles ont participé à une certaine lutte sexuelle, lutte pour la liberté de son corps, mais une lutte. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu, à cette époque, un tel engouement pour les courtisanes? Bien, en fait, la courtisane attirait par sa liberté, par sa frivolité, par son rire, par son corps, par sa sexualité, par sa nudité, parce qu'elle n'avait pas peur de tout cela. Elle, en fait, elle appartient, la courtisane, à cette mode qui va donc apparaître avec la fameuse dame aux camélias, Marie Duplessis, qui meurt donc en 1947, et que son amant, Alexandre Dumas-Fils, que l'on voit là à 2 âges différents, et là on le voit à côté de son père, que Dumas-Fils va rendre célèbre grâce à la pièce qu'il va écrire un peu plus d'1 an après sa mort,
et qui s'intitule La Dame aux camélias. Donc, vraiment, cette pièce de 1848 est un départ, mais cela correspond aussi à l'époque de la bourse, de la spéculation. C'est-à-dire que ces jeunes gens qui, pour le grand bien de tous, ne faisaient plus les grandes campagnes napoléoniennes depuis quand même maintenant pas mal d'années, qu'il n'y avait plus de guerre aussi violente, eh bien, ces jeunes gens se sont mis à jouer à la bourse et ils ont spéculé et ils se sont enrichis. Et donc, ces hommes, euh, jeunes ou moins jeunes, peu importe, qui s'enrichissaient, se disaient que c'était fini, les petites maîtresses, les lorettes, par exemple, tout ça, ce n'était plus intéressant. Il leur fallait des femmes élégantes, luxueuses, au même titre que leur équipage. Et donc, va naître toutes ces femmes qui ne vivaient que par et que dans le luxe. Et puis, le troisième point, c'est qu'il y a eu le chemin de fer. Et le chemin de fer amenait à Paris les étrangers et les provinciaux, ce qui amplifia en fait cette mode, parce que ces étrangers, ces provinciaux, voulaient eux aussi profiter de ce luxe. Enfin, il y avait aussi quelque chose de pas très drôle pour ces messieurs, mais pas très drôle non plus pour ces jeunes filles que l'on mariait de force, hein, le mariage de force, disons, par arrangement, le mariage donc, était arrangé, on mettait dans les bras d'un homme mûr qui avait donc eu des expériences avec justement les courtisanes, une jeune fille vierge, inexpérimentée, craintive, et très souvent la nuit de noces se passait extrêmement mal. Très souvent, la jeune fille eh bien, se dégoûtait des rapports conjugaux ou bien elle devenait frigide. C'est ce que l'on lit d'ailleurs dans certains romans où l'on voit les jeunes filles qui sortent en hurlant de la chambre en disant « Au secours, mon mari est un monstre ». Alors François Degnon, qui était un écrivain assez critique d'ailleurs, François Degnon, dans son roman Les Façades, en 1898, donc c'est déjà... voilà ce qu'il écrit. Mais le renoncement suprême. Donc, pardon. Voilà ce qu'il écrit à partir sur la nuit de noces. Mais le renoncement suprême, le seul dont on ne l'eût pas averti, le seul irréparable et définitif arrêta sa pensée. Malgré qu'elle les repoussât, les scènes de la nuit de noces, de l'attentat soudain révélé qu'est le mariage, la livraison de son corps sans défense au droit du mal se gravaient en eau forte, en succession de visions sombres, comme des tableaux espagnols de supplice. Avait-elle été bêtement naïve, et pourquoi n'avoir pas su comme les autres? Donc, évidemment, ces hommes, face à ces jeunes femmes, eh bien, se sentaient désemparés et préféraient retourner voir les courtisanes. Alors, ces courtisanes ont eu de l'influence. On ne peut pas le nier. Parce que, déjà, elles ont tenté de s'élever intellectuellement. Elles voulaient devenir riches, ça, c'était certain. D'ailleurs, Cora Pearl écrit « Si les louis d'or sont faits pour rouler et les diamants pour briller, personne ne peut m'accuser d'avoir détourné ces nobles produits de leur vie naturelle. » Elle résume ainsi la volonté de ces femmes de faire fortune en exploitant le désir effréné des plaisirs du Second Empire et ensuite, mais particulièrement du Second Empire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Alice Ozy finira en bourgeoise prospère, mais parce qu'elle a été maligne très tôt, c'est-à-dire que souvent, elle préférait que ses amants la rémunèrent en actions de chemin de fer, d'immobilier, de banques, d'entreprises nouvelles, comme par exemple l'alimentation, puisqu'il y avait de nouveaux besoins. Et donc, on voit bien que pour certaines de ces femmes, elles savaient parfaitement où elles allaient,
financièrement parlant. Et ce qui correspond à ce qu'écrivait Gautier en 1860, la religion de l'argent est la seule qui ne manque pas de fidèles. Donc ces femmes qui s'enrichissent se disent qu'il faut aussi enrichir l'esprit. Le reste doit aller avec cet enrichissement. Et voici toujours ce que Z écrit. Libre d'allure et de propos, libertine, gaudrieleuse, dévergondées même si l'on veut à l'occasion, friponne dans le tête-à-tête, elles le sont assurément et de la plus complète, de la plus voluptueuse façon du monde. Mais à côté de cela, une certaine distinction naturelle dans les manières, un je ne sais quoi de bonne compagnie, ayant jeté son bonnet par-dessus les moulins, sans tomber dans le vulgaire et la grossièreté. Une culture intellectuelle souvent au-dessus de l'ordinaire, une intuition très vive de l'élégance et du raffinement, de la valeur intrinsèque et de l'agrément personnel. Et en fait, elles étaient arrivées à un tel point d'élégance, de distinction et et, et de culture que Z écrit des individualités à part, aussi éloignées de la fille publique que de la femme du monde dans le mouvement, et leur imprime un cachet particulier. Donc elles sont vraiment au milieu de deux mondes, celui de la prostitution et celui de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie. Claudin, lui, continue, enfin, écrit aussi: quelques-unes parmi celles-là étaient intelligentes. Elles pensèrent avec raison qu'une jolie main blanche ornée de grosses perles n'avait plus le droit de commettre les impuretés grammaticales, tout au plus pardonnables à une portière, dont étaient si libéralement émaillées les épîtres qu'elles écrivaient à leurs adorateurs. Imitant le bourgeois gentilhomme, elles appelèrent à leur secours des professeurs de langue et de piano. Ainsi donc, il va y avoir tout un commerce autour de la courtisane, c'est-à-dire qu'elles vont employer des secrétaires. Par exemple, le futur directeur du Gaulois, Arthur Meyer, a commencé comme secrétaire chez Blanche Gentilly. Elles emploient des professeurs de musique, de diction, de chant, de culture. Elles ont donc vraiment une notion de leur métier, et ce métier atteint donc sous le Second Empire une espèce de grandeur. Théophile Gautier, qui lui écrivait que le premier devoir d'une femme est d'être belle, ne sera pas complètement écouté par ces femmes, puisqu'elles ajoutent à cela l'intelligence et un caractère bien trempé, dont certaines sauront s'en servir à leur avantage. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les courtisanes, enfin, appartiennent, enfin, c'est très français, très parisien. En fait, en France, il n'existait pas la tradition du club anglais où les hommes se retrouvaient entre eux seulement. Il y a eu des clubs, quelques-uns sont restés, mais c'était lié à la politique. C'était juste avant la Révolution française, donc c'était vraiment des clubs politiques, et ceux qui sont restés par la suite étaient soit liés à la politique, soit devenaient très souvent des cercles de jeu. En France, on préfère une société mixte parce que l'homme peut y faire son galant, il peut montrer sa spiritualité, il peut montrer son empressement auprès des femmes. Donc, jusqu'à la fin du Second Empire, c'est-à-dire en 1870, le club n'aura pas l'importance qu'ont les salons à ce moment-là. Mais si elles ne peuvent pas rentrer dans les salons, puisque les courtisanes n'étaient pas admises dans les mêmes lieux que les honnêtes femmes, évidemment. Tout au moins, là, on parle du début. Mais elles avaient une grande influence. Ainsi, si l'on prend Apolline Sabatier, la fameuse présidente, la présidente, c'était Gautier qui lui avait donné ce surnom. D'ailleurs, c'est pour elle
qu'il a écrit un texte érotique, Lettre à la présidente. Donc, et puis, Apolline Sabatier, c'est celle qui a aimé Baudelaire, hein. Il l'a aimé follement, mais une fois qu'elle a accouché avec lui, elle ne l'intéressait plus. Donc, on a Apolline Sabatier qui a servi de modèle donc à Auguste Clésinger, car son amant était tellement fier d'être à son bras et d'être l'homme choisi par Apolline Sabatier, qu'il a voulu montrer cette femme d'une très grande beauté à tout le monde. Et donc, il a demandé à Clésinger de la sculpter. Il faut savoir donc que le corps, enfin, la statue a été moulée sur le corps de Madame Sabatier avant d'être ensuite coulée, retravaillée. Il y a Alice Ozy, toujours, qui, elle, a influencé son amant pendant 2 ans, plus de 2 ans. Donc, le fameux peintre Théodore Chassériau, mort très jeune. Et donc, voici, là, il s'en est inspiré. Enfin, il l'a prise pour modèle pour sa nymphe endormie. Il y avait une autre courtisane très célèbre, Esther Guimond, qui, elle, le faisait dans la politique. Et donc, elle recevait à la fois Guizot et à la fois Girardin, et elle prétendait faire des arrangements entre ces hommes. Alors, elles ont influencé donc les arts, mais elles ont aussi influencé la mode. C'est l'époque de la crinoline que l'on voit là, mais elles ont, et là je vais lire encore une fois Z, elles vont influencer tout cela, c'est-à-dire mode et façon de vivre. Les grandes courtisanes connues avaient donc à elles seules toute la clientèle de choix, monopolisaient le succès, confisquaient tout l'argent des produits, et Dieu sait s'il y en avait, formaient une caste éblouissante, quoique subordonnée, et avaient un train qui éclipsait celui des femmes du monde les plus lancées, dont elles étaient cependant séparées toujours et partout par une muraille infranchissable. Les intérieurs, fastueux et recherchés, étaient aussi des plus cossus et avaient généralement très grand air. Tout y était large, à profusion, gaspillé, en même temps que tous les détails les plus intimes, les plus imperceptibles, le raffinement, la coquetterie et la luxure débordaient. Les toilettes de boudoir, les déshabillés galants, les dessous émoustillants, les fouillis de dentelles, de soie et de batik, le luxe de linge et d'accessoires à vous donner la chair de poule. Je renonce à les décrire. Toute cette artillerie, tous ces piments, tous ces assaisonnements exquis, vulgarisés depuis, étaient à cette époque l'apanage exclusif de ces demoiselles qui les avaient inventés, qui les poussaient jusqu'au dernier degré de la perfection. Toutes les grandes cocottes, courues et bien posées, s'habillaient chez Worth, le couturier le plus en vogue d'alors, l'arbitre des élégances féminines, le maître souverain, capricieux et despote de l'ajustement des plus grandes dames. Et chose remarquable, ces irrégulières apportaient en général dans leur parure une sobriété de bon goût, une affectation de simplicité qui, tout en laissant une marge énorme aux ornements luxueux et aux fantaisies coûteuses, ne leur imprimait pas moins dans l'ensemble un air de distinction et de tenue à tromper les plus physionomistes sur leur position sociale. Leur équipage était splendide, supérieurement tenu, d'une correction et d'un chic parfait, et rivalisait au bois de Boulogne avec ceux des duchesses et des ambassadrices. Donc, vous voyez l'importance que ont pu atteindre les courtisanes. Donc là, on voit la mode, hein, et voilà, par exemple, voilà, le fameux Worth, souverain de la mode. Voilà les robes. C'est vrai que dans son salon, quelquefois, les courtisanes pouvaient rencontrer ou se trouver nez à nez avec une des hautes dames de la société, mais peu importait. Donc là, on est vraiment dans l'élégance et elles vont donner le feu vert à tout ce qui jusqu'alors n'était peut-être pas totalement permis. Vous avez par exemple le corset. Une femme honnête avait un corset,
obligatoire, enfin obligatoire, nécessaire, mais il était toujours en blanc. Ce sont les courtisanes qui vont commencer, allez, à prendre du tissu coloré, à mettre de la dentelle, des froufrous, et cetera. Donc, le corset et ensuite, plus tard, la guêpière viendront directement des courtisanes. Vous aviez aussi les conseils de beauté. Par exemple, Lola Montes, une des grandes courtisanes du XIXe siècle, qui fut la maîtresse de Liszt, du roi de Bavière, et cetera, fit enfin, une école, c'est un peu, c'était pas une école, mais disons, comme beaucoup de courtisanes, elles donnaient leurs conseils pour les beautés, mais Lola Montes ira jusqu'à publier un livre qui s'intitule L'art de la beauté chez la femme. Et là, elle donne absolument tous les secrets de la toilette, d'une toilette qui puisse mettre en valeur le corps, mais aussi tous les secrets du maquillage. Parce que là aussi, il faut quand même le savoir, le maquillage, ce sont les courtisanes qui l'ont surtout lancé. Donc, voici pour l'influence de ces femmes. Je vais m'arrêter là aujourd'hui et je continuerai la prochaine fois sur la journée d'une courtisane. Bonne journée, à bientôt, au revoir à tous.